Bonjour à tous et bienvenue sur 5 by 5, votre podcast 100% basket, 100% analyse comptoir. Je suis votre hôte Satiba et je suis rejoint aujourd'hui par Pop et Doc. Bonsoir messieurs. Salut. Salut. Pas de Réa aujourd'hui, souvent c'est lui qui complète l'effectif et on perd souvent Pop, mais on va devoir composer sans lui aujourd'hui. Et après avoir fait, donc si vous suivez les émissions dans l'ordre, 3 previews de l'Est, et ben on attaque notre première preview de la conférence Ouest. Et on vous propose la division peut-être la plus compétitive et la plus amusante, la division Pacifique. Je reprends donc comme souvent le classement à l'envers de l'an dernier pour parler des équipes. Et de manière assez amusante, on va parler des Lakers en premier, puisqu'ils ont fini 5e de leur division avec 43 victoires pour 39 défaites. Mais ça ne les a pas empêchés de faire une très belle post-season, hein, puisqu'ils sont allés jusqu'au final de conférence où ils se seront fait balayer par les Nuggets. On a vu deux visages de cette équipe entre la première partie de saison jusqu'à la deadline et à post-deadline après les quelques moves effectués, donc Rui Hachimura entre autres. On a vu une bien meilleure équipe et une bien meilleure défense surtout. Cet été, on s'est inscrit dans la continuité avec Hachimura qui a été prolongé, Austin Reeves qui a été prolongé à un tarif plus que raisonnable. D'Angelo Russell est resté également, même si je pense qu'il y a une perspective de trade qui s'offre aux Lakers au 15 décembre vu la structure du contrat. Euh, Il y a Gabe Wilson qui a rejoint le roster pour étoffer la main. Torian Prince sur les ailes. Christian Wood qui fera le nombre dans la raquette avec Jackson Hayes. Et en termes de pertes, rien d'important puisque Denis Schroeder, enfin rien d'important. Denis Schroeder, qui est remplacé par Gabe Vincent. Lonnie Walker qui s'en va. Troy Brown Jr., Wayne Gabriel. Voilà, quelques role players qui sont partis mais qui ont été remplacés, je trouve. Là, j'ai envie de dire que la question évidente avec les Lakers, c'est quel va être le niveau de LeBron James et quel va être le niveau d'Anthony Davis et la santé d'Anthony Davis sur la saison à venir. Mais je sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'estime que, comme je disais, l'effectif pour moi se dirige vers un trade de Russell pas à la deadline, mais peut-être au 15 décembre ou même à la deadline, un peu plus loin. Parce que le contrat de 35 millions sur 2 ans à peu près là, je trouve qu'il a vraiment une structure avantageuse dans le cadre d'un deal. Et à voir en fonction des opportunités, puisqu'après, Russell a ses défauts, bien sûr, mais fit pas trop mal non plus dans cette équipe. Donc, faut voir lui son apport. Faut voir Austin Reeves à quel point il confirme aussi. Et t'as une bonne surprise, par exemple, de leur rookie. Je crois que c'est un garde qui est plutôt grand. Faut voir s'il est capable de rentrer des tirs et niveau défensif. Il n'a pas été très bon en pré-saison, ce que j'ai lu. Ouais, ouais, Je sais pas après, s'il c'est va la trop jouer. saison. Mais c'est en gros, c'est si tu as 10-15 minutes qui peuvent être assurées par lui, que tu arrives sur ce qu'il a montré en fin de saison, plus un peu de création, là, oui, tu peux te passer de Russell. Après, il faut voir aussi qui a récupéré, hein. Oui, ça Parce que dépend. leur manque dans cette équipe, je dirais, c'est création un petit peu, spacing. Parce que je trouve que si donc Reeves step up et Gabe Vincent se montre correct dans son rôle, je trouve qu'il y a moyen de le voir partir parce que t'aurais une triplette suffisante au scoring et à la création, voilà. En fait, le truc, Russell est très bon pour la saison régulière de ce qu'on a vu, mais son rôle en playoff, c'est un peu parti en couille au fur et à mesure des matchs et son impact dans la finale de conférence contre Denver a été misérable, quoi. Absolument misérable. Et je me demande si ça joue pas beaucoup. Ça joue pour moi dans la conception que les Lakers se font peut-être de leur effectif l'an prochain. Parce qu'il y a un manque. Même s'il y a des bons moves, même s'il y a des joueurs intéressants, je trouve que Torian Prince, c'est quand même ouais, c'est un putain d'ajout au minimum comme ça dans l'aile. Un 3&D à ce tarif-là, c'est quand même pas courant. Euh, mais tu sens bien qu'il manque d'un truc. Donc, soit ils estiment que le step-up potentiel de Reeves sera suffisant, soit il y a un move qui doit se faire pour passer au-dessus de la concurrence et être définitivement les favoris, quoi. Ouais, d'autant plus que je pense hormis Russell, la structure, disons, salariale de ces Lakers est plutôt avantageuse pour faire un move parce que
t'as pas mal de contrats intermédiaires. Donc, bon, a priori, Reeves ne bougera pas, mais Gabe Vincent en est un. Hachimura en est un également. Et c'est des pièces qui ont un rôle dans cette équipe, mais qui, a priori, paraissent pas irremplaçables. Et qui, pour un joueur qui ferait passer un cap à cette équipe, serait sans doute susceptible de bouger. Donc, en effet, il y a sans doute un package à aller chercher de ce côté-là, mais en même temps, enfin, dis-donc, quel profil tu espères tirer de ce type de package qui fitterait davantage que Russell? Je suis pas certain d'en trouver un. Bah, je pense qu'un. Je pense, bah, comme on disait, je pense que c'est corrélé beaucoup à ce que va montrer aussi Reeves. Je pense que si c'était pas suffisamment à la création, je serais pas surpris que tu aies envie de chercher un wing. Bon, ça va être très cher, mais un wing type Anunoby, plus dans le style joueur pas mal offensivement et qui apporte une densité défensive supplémentaire, quoi. Ouais, moi j'ai un peu peur que ça accumuler les défenseurs physiquement denses, ça soit pas non plus idée idoine en termes de flow offensif. Ouais, après, Mais- faut voir ce que le marché propose, hein, clairement. Ouais. À la limite, enfin, moi le seul truc que j'envisage pour Russell en fait, c'est un trade contre un meneur un peu équivalent en rajoutant des assets. Par exemple, un Brogdon, mais un joueur peut-être un peu plus fiable sur son tir. Si Russell est un bon, voire un très bon shooter, le problème c'est que si tu tournes à 40%, enfin c'était 38 l'an dernier sauf erreur, mais qu'un soir c'est 6 sur 9 et le suivant c'est 2 sur 11, Ouais. bah, c'est un peu ennuyeux. Donc peut-être trouver un... Je parle de Brogdon parce que pour moi il est assez proche du profil de Russell offensivement. Et a priori, défensivement, c'est une garantie un peu supérieure. Également, qui semble sur le départ plus ou moins. Mais, euh, mais voilà, c'est pas forcément une idée que j'ai, mais c'est pour moi ce type de joueurs qui sont a priori ceux qui seront le plus faciles, d'une part, à aller chercher, d'autre part, à intégrer sans bouleversement dans l'effectif. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ouais. Je pense que de toute façon, c'est le plan, hein, de scouter le marché. Vraiment, j'ai du mal à me dire qu'une structure 35 millions sur 2 ans ne soit pas pour autre chose que pour un trade. Après, peut-être qu'il n'arrivera pas et qu'ils n'auront pas chaussure à leurs pieds ou que Russell se montrera peut-être un peu trop indispensable pour envisager un trade, hein, parce que ça reste un joueur solide, hein, malgré tout, hein, malgré ce qu'on peut dire, hein. Ouais, comme en playoff, un peu, j'en avais parlé, moi je reste ultra fan du profil Russell, hein, de toute façon. Globalement, s'il a ses défauts qu'on connaît, hein, je les nie pas, notamment sur les arrières rapides, il y a un problème parce que tu n'as aucun joueur qui défend les arrières rapides, globalement, à part peut-être Vincent s'il est au niveau. En fait, en attaque, tu n'auras pas meilleur créateur que lui parmi les combos un peu qui ne sont pas Bolog. Lui, c'est un peu le seul qui combine le profil peut jouer sans la balle, n'est pas trop demandeur en ballon. Et d'ailleurs, il a pu s'effacer derrière et LeBron et Reeves pendant les playoffs, mais qui pour autant est capable de porter la balle s'il y a besoin. Ouais, ce que j'allais dire, je trouve qu'il a bien accepté son rôle par rapport à il y a quelques années. C'était quand même déjà un peu. C'était quasi. Il y a une saison où il est quasi franchise player, hein, à Brooklyn. Enfin, c'est le meilleur joueur de l'effectif. Il n'y a pas si longtemps que ça au final. Et je trouve qu'il accepte bien son rôle et qu'il a épuré son jeu. Il y a moins de mid-range à la con, je trouve. Il y a moins de mid-range. Ça se ressent, hein, sur son pourcentage au tir, hein. Il a jamais été bon que l'an dernier, hein, de toute façon. Et de très loin, hein. Ouais. Très loin. Doc, tu veux rajouter quelque chose sur. Non, sur les gars, pas grand-chose. On a déjà tout dit, beau projet, intelligent. Ouais, C'est par ces dernières années aux Lakers. c'est ça. De toute façon, il n'y a pas y a pas de surprise, hein. T'as un top 2, t'as un top 2 évident dans l'équipe et il va falloir brûler des cierges pour qu'il reste en bonne santé, quoi. Bah, AD a dit qu'il voulait jouer 82 matchs. Ouais, mais Eddie, ça fait Ouais, 5 ans ouais. qu'il dit ça. Et il a dit qu'il voulait jouer pivot aussi. Ouais, alors que Pivot. Non, ouais, Ah non, ouais, c'est Christian Wood, le All-Star. Ah putain, Christian Wood, pitié. Pitié, quoi. Faut avouer que la rotation défense. Enfin, même Jackson Hayes, c'est pas le mec le plus intelligent en niveau basket, hein. Ils ont pas pris des QI offensifs très élevés, hein. Ah non, ils ont pris des gars relancés. Franchement, Wood et Hayes, c'est un peu gauche sur les bords quand même. Ouais. À mon avis, le workout individuel pour signer, c'était se taper la tête contre un mur le plus fort possible. Ils ont pris les deux qui arrivaient le mieux, et puis voilà. Ouais.
Vanderbilt d'ailleurs qui sera re-signé. Je suis en train de regarder, je vois qu'il est free agent aussi à la terme de la saison, Vanderbilt. Mm. Bon joueur aussi. Typiquement, lui, je pense ça ferait partie du genre de profil qu'ils aimeraient améliorer, puisqu'en playoff, il est inutile, alors qu'il est hyper précieux en saison régulière. Ouais. Et un gars qui rentre ne serait-ce que 3 tirs de plus que lui, ce serait une upgrade énorme pour eux. Ah ouais, il y a peut-être une équipe qui peut tenter sa chance, hein, c'est vrai. Allez, je vais passer à l'équipe suivante. Avec quelle division de zinzin quand même, puisque Ouais. juste après, c'est les Golden State Warriors. 44 victoires, 38 défaites l'an dernier. Ils ont passé le premier tour face aux Kings grâce à De'Aaron Fox qui se pète le doigt, mais bon, ça ne tient qu'à moi. Et voilà, ça perd au second tour. Cette intersaison un peu mouvementée aussi, puisqu'ils ont crevé l'abcès avec Jordan Poole, c'est bon, ils ont assez donné. Je pense que le nouveau CBA leur force un peu la main aussi, hein, le contrat était pas tenable. Mais du coup, Jordan Poole est parti. Draymond Green pardon, a re-signé. Chris Paul, du coup, a fait le sens inverse. Dario Saric, en signature notable, je trouve, également. C'est un bon vétéran à ce stade de sa carrière. Remplace Jean-Michel Green qui était plutôt sympa. Nico Talla pour sa retraite. Dante DiVincenzo est parti. Bon, voilà. Le cas Thompson, le cas Klay Thompson va être étudié de près également puisque il est expirant cette année et il va sûrement chercher à toucher un beau pactole encore. Je sais pas trop ce que Golden State va faire à son sujet, mais je pense qu'aujourd'hui il faut être. Je sais pas comment il se juge lui-même, mais si on est réaliste, en tout cas sur le niveau de Klay Thompson, voilà les deux blessures lui ont détruit son niveau défensif. C'est toujours un des meilleurs, si ce n'est honnêtement quasiment le meilleur shooter pur de la ligue. Mais voilà, défensivement, c'est une plaie, hein. Il stoppe plus personne. C'est vieux. On pourra dire ce qu'on veut, mais c'est vieux comme roster, hein. Curry, 35 ans, Paul, c'est 55 ans, Draymond commence à avoir de l'âge aussi. Le step-up de Kuminga est attendu, en tout cas pour essayer de redonner un peu de vie à cette équipe. Moses Moody, je suis pas convaincu. J'ai l'impression je vais pas dire que le projet est mort et entériné, mais je pense que c'est compliqué aussi au niveau des Warriors, au niveau des attentes sur le joueur. Euh, Est-ce qu'on n'est pas comme l'an dernier sur une équipe qui va vivre et mourir littéralement par les performances de Stephen Curry, quoi. Oui, toujours, comme 3-4 dernières années, à la différence que Chris Paul, je pense que c'est pas négligeable quand même comme apport dans ton équipe par rapport à Jordan Poole. L'apport statistique, enfin sur tes points bruts, à moi, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais comment il va te fluidifier ton attaque, même l'apport en passe et même dans un vestiaire, je pense que ça reste important. Et il faut voir, a priori, côté blessure, Chris Paul, voilà. Enfin, ça n'a jamais été une assurance touriste depuis plus de 10 ans. Mais c'est correct, hein, malgré tout, hein, il joue. Mais oui, ça reste correct pour la saison régulière, en tout cas. C'est Ouais. expert de se blesser au mauvais moment en playoff. Ouais, ça, Donc ouais. pour la saison régulière, franchement, là, ils ont un gros truc. T'as Wiggins aussi qui a eu pas mal de problèmes l'an dernier, Ouais. qui est très important dans cette équipe. C'est entre guillemets le seul jeune. Oui, non, c'est le seul jeune du 5, quoi. Ouais. Avec Looney, si on considère que Looney, Ouais, Looney, voilà, enfin le seul, voilà, le joueur d'importance, on va ouais. dire. Et qui joue tout le temps. Si tu mets un autre, voilà quoi. Mais si tu parles d'un gars qui t'apporte ses 20 points tous les soirs, tour quoi, qui peut. Donc là, lui qui va jouer plus de matchs, ça va vraiment apporter de la consistance. Pour moi, on va plutôt être dans le style de saison qu'ils ont eu il y a 2 ans que celle de l'an dernier. Ok, ouais, moi je suis pas tout à fait convaincu, notamment sur ce que tu citais, l'impact de Chris Paul. Mhm. Bah, pour moi, vraiment, le départ de Paul est préjudiciable à cette équipe. Bien entendu, ce départ est, je pense, davantage financier et puis d'ordre un peu, c'est plutôt une question de vestiaire, une question sportive. Mais enfin, globalement, quand on parle des équipes comme ça, on parlait des Creux juste avant, on revient un peu sur ce qu'on a dit pendant les playoffs, en fait, hein. Mais pendant les playoffs, on a beaucoup taxé les Warriors, d'équipes qui manquent vraiment de possibilités individuelles sorties de Stephen Curry, et notamment de création pour soi, d'une part, et de créativité de l'autre. Si Chris Paul apporte une possibilité un peu différente pour demi-terrain que nous n'avions pas, qu'il n'avait pas en tout cas, il est vrai, ben, je suis pas certain, d'une part,
de son niveau physique et d'autre part du nombre de minutes qu'il aura, du rôle qu'il aura. Et puis surtout, moi, cette équipe, quand je regarde les extérieurs qui la composent, euh, je la trouve très, très, très inquiétante défensivement. Vraiment, c'est un grand problème que je vois. J'ai du mal à voir comment tu peux défendre sur les extérieurs, hein. Parce que globalement, hormis Gary Payton Jr., qui, voilà, est un joueur de devoir, a fait une saison dernière un peu compliquée. Bon, il y a eu ses soucis avec Portland, tout ça. Bon, je pense qu'à part lui, le meilleur défenseur extérieur, est-ce que c'est pas Curry en fait? Ouais, c'est un peu terrible. Est-ce que c'est pas Corey Joseph? Non, quand même pas. Mais bon, on n'est pas loin de ça en fait. Donc je pense qu'en NBA où tu dois défendre des acteurs scorers tous les soirs, si t'as rien à leur opposer d'autre que Gary Payton Jr., bah, tu vas être vraiment en difficulté. D'autant plus que je vois pas comment tu mets 115 points avec cet effectif, hein. Pour moi, vraiment, hormis Curry qui sera à 32 points, bah, je suis pas sûr qu'il y ait un joueur qui soit à 20 points par match dans cet effectif. Je suis plus proche d'être sûr que ça n'arrivera pas que de l'inverse en fait, hein. Ben, je suis un peu sceptique sur l'apport de Chris Paul, moi aussi. Parce qu'en fait, genre le vestiaire, par exemple, c'est un apport effectivement important, mais est-ce que c'est un apport effectivement important aux Warriors, qui, je trouve, ont déjà assez de leaders. Curry, voilà, il a toujours été globalement reconnu pour ça. Draymond dans un vestiaire, je pense que ça fait déjà le taf. Et je suis aussi sceptique sur la défense, surtout que si par exemple tu as pour ambition d'aligner à un moment un 5 avec Curry, Paul, Clay, Wiggins et Draymond. Ce qui est, je pense, un 5 qu'on risque de revoir plus d'une fois par séquence dans la saison. Ton backcourt défensivement, il a 55 ans, il est vieux et il défend pas très bien. Ton poste 3 qui serait Clay est franchement plus un très bon défenseur. Et en fait, tu demandes à Wiggins et à Green de faire toute ta défense. Ça me paraît un peu irréaliste aussi. Et, et en fait, ce que je rajouterais par-dessus, c'est que Curry, depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, ouais, ça fait un moment quand même, c'est plus une assurance tout risque, hein, non plus un niveau blessure. Et j'ai très peur pour le niveau de Golden State sans lui. Comme on l'a vu l'an dernier, quand c'était sans lui, c'était absolument dégueulasse. Et c'est là où je suis d'accord que Jordan Poole, malgré les déficiences qu'il propose, est intéressant parce que c'est un très très bon créateur pour lui-même. C'est un mec qui, voilà, il prend le ballon, il sait marquer pour lui-même. Et ils ont besoin de ça dans cet effectif. Et je crois qu'ils sont en train de tout miser sur Kuminga, en fait, tout simplement. Je vois pas je vois pas autre chose. Et Parce- Wiggins aussi, quand même. Bah, 30 matchs l'an dernier, faut pas oublier. ouais, mais le truc que j'ai avec Wiggins, c'est que je trouve pas que c'est un très bon créateur pour lui-même, en fait. Ah, je C'est- te parle pour dépanner. C'est dans ce Ouais, sens-là, si tu me parles en cas de blessure. oui. Mais tu vois, même si j'enlève le cadre blessure, bah du coup, putain, Curry, je comprends son jeu dur, etc. Enfin, il joue encore à un niveau extraordinaire, mais il y a un moment où ça va craquer. Parce que là, il a 35, mais honnêtement, il est plus proche des 36 que des 35. Il y a un moment où ça va craquer et ça va plus être possible, hein. Déjà l'an dernier, en vrai, ces chiffres sont assez exceptionnels par rapport aux saisons précédentes. C'était déjà une saison, je vais pas dire hors norme, mais c'était déjà une saison supérieure à tout ce qu'il avait montré depuis le départ de Kevin Durant, hein. Moi, je demande à voir aussi, hein. Je suis pas très très convaincu par cet effectif. Et moi, je suis un peu inquiet, peut-être encore plus que de la défense extérieure, du rebond défensif de cette équipe. Parce que si le rebond offensif, c'est plus une histoire d'individu, euh, je veux dire, un ou deux joueurs peuvent faire d'une équipe une équipe solide en rebond offensif. Et c'est ce qu'est globalement Golden State, parce que Looney est un rebondeur offensif assez énorme. Par contre, le rebond défensif est quand même davantage une histoire de collectif. Et là, tu citais tout à l'heure un 5 avec Paul, Curry, Thompson, Wiggins et Looney, ou Green plutôt, même. Ouais. Ben, dans 5, waouh, il va falloir se lever tôt pour prendre des rebonds défensifs. Ouais. Surtout que il est quand même, enfin, pour un arrière, il est plutôt lambda, mais même un peu below average à mon avis. Mais pour un ailier, c'est vraiment un non-facteur au rebond, hein. Franchement, ça va être vraiment compliqué parce que Green fait 2-0-1, même si c'est un rebondeur discipliné et capable, il fait 2-0-1, et c'est Wiggins ton meilleur rebondeur dans cet effectif, je pense. Ouais.
que Kuminga n'est pas bon non plus, hein. Puisque je parlais de lui, c'est vraiment Looney, ton seul bon rebondeur. Euh, Parce que même Saric, c'est pas incroyable, hein, honnêtement. C'est pas que c'est correct, hein, mais c'est pas incroyable non plus. Oui, voilà, En déjà, défense, ça va les quand rebondeurs. en rebond défensif. Vas-y. Et en rebond défensif, c'est pas tellement qu'il les prend tous, mais il se positionne bien pour que son équipe prenne le rebond, je trouve. Après, je l'ai pas vu jouer depuis qu'il a eu une blessure, mais dans son intelligence de jeu, c'est ce qu'il montrait. Saric? Bah oui, mais le problème, Ouais. c'est que les rebondeurs collectifs, bah c'est très bien, c'est très important dans une équipe, mais c'est pas très basket de dire ça, mais en vérité, au rebond, si tous les coachs font le contraire, il faut des mecs qui sautent comme des Mongoliens vers la balle, parce que si t'as 5 mecs qui font des box-out et que t'es plus petit en taille, même si tu gagnes en bas, tu peux perdre en haut. Et ça arrive assez régulièrement, en fait. Donc, c'est pas très classique, mais en fait, toutes les équipes ont des joueurs qui sont obnubilés par la balle, qui font très peu de box-out, mais il en faut. Il en faut, Là, ouais, parce que après, le je suis rebond d'accord que collectif, ça c'est pas manque un peu suffisant. dans cette équipe. Bah, t'as que Looney, hein. Oui, T'as il joue 20 minutes, c'est ça le problème. vraiment que Looney. Et encore, j'irais jusqu'à dire que Looney est surtout fort en rebond offensif. Et qu'au rebond défensif, sans être mauvais, il n'est pas non plus exceptionnel, hein. Et bon, il n'est pas exceptionnel, hein. Donc vraiment, ton assise au rebond, elle va être faible. En fait, Kuminga a le potentiel parce il a une taille correcte et que c'est un athlète qui saute haut, etc. Mais il est un peu trop mongol pour l'instant pour ça, hein. Clairement, il n'a pas d'instinct, hein. Il n'a pas d'instinct au rebond, le mec, hein. Ça, je regarde l'effectif, c'est dur, hein. Je sais pas ce qu'ils vont faire vraiment avec Clay, que ce soit cette saison ou l'été prochain. Après, c'est un vrai problème, par contre. Parce qu'en vrai, là, on peut déjà se projeter un peu, hein, mais l'intersaison prochaine, bon, Chris Paul est cut et il est plus là. Ou pire, peut-être il sera signé, mais il est cut. Ton cap space, en gros, est pas rempli, ça va, hein. T'as Curry, Draymond et Wiggins, en gros, qui prennent de l'argent. Looney a un bon tarif, Kuminga est encore sous contrat. Je veux dire, J'ai aussi. Moody aussi, je veux dire, en vrai, théoriquement, tu peux re-signer Clé à un tarif correct, mais ça veut dire que tu pousses vraiment ton groupe jusqu'à la maison de retraite, là, dans ce cas-là. C'est ça. Et je suis pas sûr que Clay accepte un tarif correct. Ah, moi, j'ai un doute, hein. Après, le virage 180 pour sortir de la maison de retraite, il pouvait être fait, mais là, maintenant, c'est trop tard. Il faut aller jusqu'au bout de ses idées, hein. Je pense que là, il fait le Pour un entre-deux un peu dégueulasse, à mon sens. On ne sait pas non plus s'ils avaient le choix. Et le truc, c'est que le projet Wiseman s'est avéré être un échec. Que Moody, souvenons-nous que c'est un haut pick de draft. Ouais, c'est un Ouais. fan de loterie, je crois. Même grave que Kuminga, c'est 7 et 9, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est 8, 100 ou 9. Ouais, il est plus loin, Moody, hein. Il est dans les 10, hein. Il est en fin de loterie. Ok. Mais Ah ouais? Ouais, mais Ouais. ils avaient 2 loteries pick sur cette draft et c'est les 2 joueurs qui prennent. Mais Moody est un peu plus loin. Il est genre 13, 12 dans ces eaux-là, hein. Mais ça reste un loterie, hein. Ça reste un prospect. Que globalement, même si lui, il est un peu moins haut, le projet ultra hype Patrick Baldwin Jr. a été abandonné cet été. Ouais. Globalement, pour le projet un peu entre deux, hybride, pendant que les jeunes apprennent, les stars font le taf, bah, d'une part, il t'a rien rapporté en termes de résultats, et d'autre part, les jeunes ont tous coulé, sauf Kuminga, tous sont des échecs. Donc là, vraiment, il faut dire tant pis, on va jusqu'au bout, et puis ça sera une longue traversée du désert quand ce sera fini. Mais je veux dire, c'est le quotidien de toutes les équipes NBA, hein. Du coup, la différence, qu'ils n'ont pas sacrifié leur futur, hein. Du coup, pour le coup, ils ont potentiel, donc ils se remettront sur leurs pattes potentiellement plus vite que d'autres. Ça. Parce qu'on va reparler, parce qu'on parlera des Clippers après. Mais alors, Ah là, par contre, ils ont hypothéqué la maison des amis. eux, ils sont foutus pour 10 ans, hein. Pour autant de résultats. Pour autant de résultats. Non, mais c'est vrai qu'on en avait parlé il y a quelques années déjà. On n'avait pas de podcast encore, je crois. Mais moi, je me souviens que j'étais très critique déjà de cette. Et je crois que Pop est d'accord sur ce truc de les Warriors jouent l'avenir et jouent le titre en même temps. Je dis non, ça marche pas, ça, hein. C'est pas possible, hein. Genre, à moins d'avoir de la chance et voilà, t'as drafté un prospect de zinzin. Mais en fait, dès que le mec est lambda, bah, ton projet il marche pas, hein. Et t'es frustré parce que le mec est pas assez bon. Ça va pas marcher, hein. Ça va pas marcher. Bon, allez, on va en profiter pour enchaîner quand même. Bah, justement, vu que je parlais d'eux, là, les Clippers qui nous ont fait une saison de Clippers, hein, 44 victoires, 38 défaites et plein de blessures pour tout le monde.
pas une réussite en playoff, 5 matchs contre les Suns. À la fin, t'avais ni George ni Kawhi, comme d'habitude. Je crois que Kawhi il joue 2 matchs et il fait il fait un game one exceptionnel, je crois, c'est ça. Ah oui, il fait un game one exceptionnel et il se blesse en fait à l'issue du game 2. Et Paul George était déjà blessé, il comptait revenir la série suivante s'ils étaient qualifiés, ouais, c'est ça. C'est pas fameux. Pour cet été, t'as perdu Eric Gordon, qui était intéressant quand même. Et en gros, t'as signé Plumlee et Westbrook. T'as rajouté Joshua Primo, qui est visiblement apte à jouer. KJ Martin, qui est correct pour la rotation. Bref, y a pas grand-chose qui a changé. Mais alors, les Clippers, voilà, quand on parlait d'hypothèque, tes picks sont balancés dans tous les sens à droite à gauche pour un paquet d'années. Kawhi et Paul George sont sous player option et risquent de la décliner. Vu leur âge, ils vont sûrement chercher leur dernier gros contrat. De toute façon, c'est simple, à part Powell qui est sous contrat encore 3 ans, Zubac et Mann qui ont 2 ans, tout le monde. Bon, et Westbrook, voilà, mais tout le monde est free agent. Paul George, Kawhi, Morris, Batum, Covington, Plumlee, voilà, tout le monde peut dégager potentiellement cet été. Tout le monde a 30 piges quasiment. C'est où est-ce qu'on va avec les Clippers, quoi? Où est-ce qu'on va? Dans le mur, avec le sourire. Après, ils en ont conscience quand même, je pense. Ils arrivent malgré tout à attirer chaque année des joueurs plus ou moins intéressants. Mais concrètement, le projet, là, Mais pour la saison qui arrive, ça va aller. Mais... de toute façon, ils vont s'enterrer avec le projet. C'est ça, ils n'ont pas le choix. Là, c'est vraiment, ils n'ont pas le choix. Si les deux veulent re-signer, ils vont les re-signer à des quasi-max exorbitants et advienne que pourra. Je vois pas d'autres possibilités. Parce que c'est les Clippers qui construisent un stade en ce moment. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc c'est mort. Ils vont pas. Balmer, il va pas mettre une équipe non compétitive quand le stade sera fini. C'est mort. S'ils acceptent, il va signer Paul George et Kawhi à des tarifs démentiels. Ouais, je pense que les deux seront pour de re-signer. Je sais pas. Et ils aiment. Enfin, Kawhi est de Los Angeles, Paul George, je sais plus, je crois aussi. Ouais, il est de Californie. Ok, donc ouais, il est aussi de Californie. Enfin, les deux sont chez eux. Ils vont être payés comme pas possible. Kawhi a déjà sa bague, Paul George. Voilà. Mais je pense que leurs ambitions personnelles sont en train de se dissiper petit à petit et puis il reste à prendre de l'argent. Paul George, il a déjà préparé sa conversion, c'est bon. C'est ça, qui est excellente. Qui est excellente d'ailleurs, on peut le dire. Moi, je trouve que c'est le meilleur podcast d'anciens joueurs, je tiens à le dire. Enfin, joueurs actuels ou d'anciens joueurs. Je pense que c'est le meilleur, mais ouais, c'est la conversion est déjà prête. Tu sais, on parle souvent des blessures de Kawhi, mais Paul George. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est depuis qu'il est aux Clippers, c'est nul. Il joue pas. On va regarder le nombre de matchs qu'ils ont joué ensemble. Parce que c'est excellent quand ils jouent ensemble. Faut que ça arrive. C'est pas 80 en 4 ans, je crois. Ouais, je sais pas. Je crois que j'avais lu, ils ont peut-être même moins, je crois en fait. Non, je me trompe, je crois que c'est même moins. Mais ils jouent un 60 matchs, un truc comme ça. C'est même pas une saison régulière. C'est un gâchis parce que qu'est-ce qu'il est devenu fort, Paul George? Qu'est-ce qu'il est redevenu fort? Là, il a jamais été à ce niveau de sa carrière en termes de création et de réflexion. Ouais. Il a toujours été un jump shooter only quasiment. Et là, il a tellement dépassé ça. Et c'est impressionnant. Et c'est fou à quel point les blessures en fait n'arrivent que quand il arrive aux Clippers. Parce que là, je regarde, bon, hormis évidemment Indiana et la Team USA, là, quand ils se brisent la jambe. Avant ça, les 4 dernières saisons avant les Clippers, on est sur 80, 75, 79, 77. Voilà, un joueur durable qui était MVP, enfin un candidat MVP à OKC sa dernière année quand même. Et depuis, c'est 48, 54, 31, 56. Waouh! Et il multiplie les blessures à la con. Pourtant, je crois qu'il dit, ça reste un joueur qui, en tout cas dans ses intentions, il dit qu'il a la dalle. Je crois qu'il en parlait justement encore sur son podcast par rapport à la saison qui arrive. Il est là, genre, ouais, je veux revenir et je veux niquer des mères, en gros. Mais bon. Il est déjà physiquement, là, quand même. Ouais. Et puis, si c'était la seule interrogation de cet effectif, je pense que ça serait. On serait comme avec les Lakers, en fait, si c'était la seule interrogation, quoi. Ah ouais. C'est vraiment surcoté max, cette équipe. Waouh, c'est énorme, quoi. Pas de création, pas de rim pressure. Par contre, en fait, j'ai l'impression de parler de Boston s'ils avaient pas Holiday. Mais bon,
t'as quand même plus de création à Boston et t'as un joueur beaucoup plus fort que Kawhi et Paul George. Mais Plus fiable, en tout cas. même plus fort sur le terrain, de toute façon. Enfin, Aujourd'hui, il est plus fort sur le terrain, clairement. Tatum, c'est le candidat MVP numéro 1 cette année, il est énorme. Mais bon, à mon sens. Mais en plus, par contre, oui, ce que je disais, t'as une adresse à 3 points collective un peu démentielle, je pense, si tout clique. Mais t'es même plus ultra élite défensivement comme tu l'as jamais été, mais comme tu pouvais t'imaginer l'être au complet. À tout le monde vieillir. C'est compliqué, hein. Ouais. Ah ouais, vraiment. Après, Et puis Kawhi, il revient 15 matchs. Il a le meilleur, ce qu'il disait, il a le meilleur défenseur sur lui tous les soirs. Il défend le meilleur extérieur tous les soirs. Et c'est compliqué d'assumer ce rôle. qu'est-ce qu'il est fort quand même. En première attaque, qu'est-ce qu'il est fort quand même. Heureusement. Franchement, là, le mec là, il revenait de son ACL. Alors, le début de saison est bon, catastrophique. Hein. Il repart même un coup, il se reblesse un coup, du coup, et il reprend une pause. Mais alors, il revient après, et c'est une tuerie. Hein. C'est 50, 40, 90 quasiment tous les soirs. Quoi. C'était n'importe quoi. Hein. Qu'est-ce qu'il est fort en attaque. Très attention. Ouais. Je pense qu'il y a un effet pourcentage. Il y a un effet jump shooter, hein, surtout. Parce que lui, pour le coup, il a perdu sa logiquement. Il n'y a rien d'exceptionnel quand tu te blesses aussi gravement, mais il a perdu toute sa rim pressure et c'est jump shoot only. Hein. Il a échangé avec Paul George sa répartition carrément. Ouais. Bah, heureusement après qu'il a toujours été élite à mi-distance. Hein. Heureusement pour lui. Hein. Heureusement que c'est un joueur élite à mi-distance. Ouais. Et qu'il est devenu à 3 points. Ouais, oui, il est devenu vraiment fort. Hein. Cette dernière saison, il était quand même très, très fort. Moi, j'ai espoir pour eux que Zubac continue de progresser et joue un peu plus. Je trouve qu'il progresse défensivement tous les ans. Euh, Il maintient l'équipe à bon niveau et tu vois, c'est le joueur que les Warriors rêveraient, je pense, à la place de Lonnie. C'est plus grand, plus costaud, très fort en défense, enfin plus fort en défense, très fort au rebond, je voulais dire, fiable. Je pense que il va faire du bien aux Clippers et peut-être que Terrence Mann va peut-être continuer de step up, je sais pas. Ils en ont besoin, de toute façon, ils ont besoin de quelqu'un. Hein. Ils ont besoin d'un mec qui perf d'un coup. Hein. Heureusement qu'ils ont un coach all-time, hein, franchement. Bon. Bah moi je te le dis, hein, cet effectif sera pas si nul que ça au bilan parce que Tyronn Lue est un très bon coach et qu'il va réussir à nous mettre en place une défense qui sera correcte malgré tout. J'y crois, comme tous les ans. Franchement, quand tu vois leurs résultats ces dernières années, ils sont jamais nuls. Hein. C'est pas faute de jouer sans franchise player un match sur deux. Hein. Puis même sans me mettre à sa place, je pense que ça va être bien dur de composer des automatismes en défense, etc., et même en attaque, quand ton 5 majeur change un match, enfin tous les matchs, quoi. Ça doit être bien difficile. Là, je regarde un peu défensive rating. Ah, ils sont average tous les ans. Ah, l'année dernière, ils étaient moins bons. Il y a 2 ans, ils étaient 8e. Ah, ils avaient... Cette année, le personnel fait peur. Hein. Ouais, ah, ça va être dur. Je sais pas comment tu peux défendre avec ça, moi. Hein. Franchement, c'est dur. Hein. Bah, je pense que tu mises un peu sur l'intelligence défensive plus que sur les qualités. Ouais, c'est ça. Je pense que là, Quand même aussi. je pense que là, on est à un stade où tu as surtout des joueurs intelligents et t'espères que ça suffit. Mais ça, c'est vrai que ça manque d'un jeune qui a la dalle hein, quand même pour défendre. Hein. T'as toujours besoin d'un jeune qui a la dalle. Hein. Puis tu vas pas t'améliorer. Enfin, globalement, tu as le même personnel défensif, donc tu vas pas t'améliorer a priori. Peut-être Ouais. que les intelligents, ils ont pris un an encore. Ouais. Et c'est un âge où le poids des années. Bah, Oui. ça va commencer à être dur, je pense. Ils ont Kemart en jeune. Ouais, KJ Martin. Ouais. Ils l'ont flopé miraculeusement. C'est pas un franchise player. Hein. Faut pas s'enflammer non plus. Mais en role player qui va te dynamiser tout ça, franchement, il est très intéressant de ce qu'il montrait aux Rockets. Mais d'ailleurs, tu pourras mieux en parler sans doute, Pop. Moi, je l'aimais bien en Rockets, ouais. Ouais, surtout que à limite, moi je pense qu'il apporte quand même pour le profil un peu. Il a un peu le profil dense physiquement, comme on parlait tout à l'heure pour les Lakers, ultra athlétique, tout ça. Et puis c'est pas un mauvais shooter pour ce profil, donc il peut rentrer dans cette philosophie un peu Clippers, 5 out, tout le monde envoie 40%. Ouais. Mais bon, après il faut poser la balle au sol quoi, de temps en temps. Et ça, Après, va falloir qu'il passe devant quelques joueurs quand même dans la hiérarchie. Hein. Je sais pas comment ça va se faire, mais tant que les Rocco, Batum et Marcus Morris sont dans l'effectif, il faudra grimper quand même. Rocco et Batum, mais Rocco avant. Hein. Il va falloir faire un truc quoi. Ouais, Batum, lui, il attend les JO. Au moins, le problème, il est résolu. Le, Rocco, je sais pas. le plus bâtard, c'est qu'il fait pas une mauvaise saison, Rocco. Hein, donc,
Ouais, mais est-ce que c'est pas le. Enfin, parce que les deux précédentes, par contre, étaient pas belles. Ah non, c'était dégueulasse. Donc, est-ce que c'est pas le one season Je sais pas. reveal, hein, ils reviennent à un niveau Je correct? sais pas. En vrai, je pense qu'il est cramé, hein, de toute façon. Donc, ouais. Je pense qu'il est bien cramé, Rocco. Quel dommage, lui qui a été le meilleur défenseur de la ligue une année en poste 5 à Houston. Quelle époque, ça. Quelle époque, Rocco poste 5 à Houston, putain. Mais j'ai jamais vu un défenseur aussi dominant. Mais franchement, il était incroyable pour le coup, je suis bien d'accord. Mec, il tourne à 2 blocs par match en faisant, en faisant 2 mètres là, en pivot. Non, mais surréaliste. Ouais. Sur chaque pic, il sortait, il changeait. Et puis au final, il y a que des pics, il a défendu sur tous les joueurs de l'action, il est toujours devant. Non, franchement, c'est. Mais ça a dû lui baiser le corps parce que c'est à partir de là qu'il a pu jouer au basket, hein. Ah bah ouais, bon, physiquement, c'est un truc de mongolien. C'était n'importe quoi, ouais. Ouais. Bon, allez, on va continuer parce qu'il y a quand même du lourd. Elle va être longue, je pense, l'émission, hein, parce qu'il y a quand même de quoi faire. Euh, on enchaîne du coup avec Phoenix. Bon, alors, Phoenix, il y a du boulot aussi. Donc l'an dernier, on était sur 45 victoires et 37 défaites. Donc pas une grande saison non plus en régulière, hein, comme toute la division quasiment. Et en playoff, donc t'es limite des Clippers en 5. Tu perds en 6 contre les Nuggets avec Devin Booker qui fait une série de playoffs mais lunaire. Le mec fait une série de playoffs absolument lunaire. J'ai jamais vu ça. Mais les 2 matchs gagnés par Phoenix, c'est Booker qui shoot à 80%. Genre, ouais, ok, sympa. Mais alors, bon, les playoffs ont mis en évidence des problèmes d'effectifs assez profonds, hein, puisque, bah, à part Booker et Durant, bah, personne n'a joué sur le terrain. Ce qui, du coup, rend la tâche un peu compliquée. Du coup, cet été, bah, on a tout balancé par la fenêtre et on a changé 80% de l'effectif, quoi. Donc adieu Chris Paul, adieu Cameron Payne, adieu Craig, Landell, Biyombo, Ayton, Ross, Shamet, voilà, tout le monde est parti. Et bienvenue à Grayson Allen, Keita Bates-Diop, Bradley Beal, Eubanks, Gordon, Nazir Little, Yusuf Nurkic, Yuta Watanabe. Et tu as conservé quand même Okoji, voilà, Josh Okoji qui sera peut-être ton starter numéro 5. Bah, d'ailleurs, tu sais quoi, je vais, à votre avis, parce que bon, on est d'accord que Nurkic, chez Booker, Bill Durant sont 4 starters. À votre avis, c'est qui le 5e? Pour moi, ça va être Grayson Allen. C'est petit, mais dans ce roster, c'est celui qui me donne le plus de garanties, on va dire, pour s'imposer. Ouais, moi je suis soit sur Allen, soit sur Watanabe. Putain, moi j'aurais bien vu Little, tu vois, comme quoi. Ah ouais? Ouais. Bah, Bah, il est un pas. peu opposé, ça. Ouais, Plus grand. en meilleur shooter quand même. Meilleur shooter quand même. Bah, moi j'étais plus Ouais. sur. J'avoue que j'étais plus. Bah, le truc c'est que Goji il est un peu petit, donc j'avoue que je le vois pas restart. Et je voyais Little parce que. Je vois Little en tout cas parce il a shooté. Ça fait que 2-3 ans qu'il shoot plutôt bien et il commence à avoir un volume intéressant. Et il a une versatilité défensive intéressante, je trouve. À 2 mètres, il est très costaud, hein. Quand on parlait de mec tanké, voilà, hein, Nasir Little, il est. En vrai, il est assez tanké physiquement. Mais capable de défendre de 2 à 4. Je trouve ça va. Mais tu vois, mais en vrai, rien que déjà, c'est un des problèmes premiers de l'effectif. C'est déjà quand tu poses la question de qui est ton starter numéro 5, ça part pas bien. Moi, je trouve que ça part pas bien. Ouais. Ouais. Bon, après, t'as des options qui sont pas immondes. Grayson Allen, bah, c'était le starter numéro 5 de Milwaukee. Ouais. Moi, c'est la taille en fait. C'est juste sans. Ouais, mais c'est-à-dire que c'est. Bon, je dirais pas que c'est un problème de riche parce que ça n'en est pas un. Loin s'en faut. Mais t'as des options. Mais bon, tu vois, je veux dire, t'es pas comme Boston où tu te dis merde, j'ai 8 joueurs de qualité, 9 si on compte Richard, donc, 8 joueurs de qualité NBA, et qu'est-ce que je fais après? Là, franchement, ton 6e, bah, a priori, du coup, c'est Allen, Ouais. ton 7e, enfin, il y a que des joueurs NBA, quoi. T'en as 9. Ouais, c'est correct, hein. Moi, j'aime bien Base Diop, Eubanks. Moi, c'est des joueurs sympas. Base Diop, hein, je pense peut-être Peut-être ce sera peut-être lui, le 5e derrière. Le mec qui peut s'installer en 5e starter aussi, d'ailleurs. Donc, il a été très bon au shoot l'année dernière. Il défend bien. Il court bien. C'est vrai qu'il aime bien. Bon, là. Ouais, moi, je trouve que l'intersaison est une erreur. Mais bon, le bras débile, je peux pas. En fait, il fit pas pour moi dans ce roster. C'est un joueur
porte la balle en attaque, alors qui a bien évolué en création ces dernières années, mais qui prend la balle, qui veut shooter. Et je suis pas fan de l'évolution de son jeu offensif, où il est passé d'un joueur qui était très fort à 3 points et qui prenait beaucoup de 3 points, à un joueur qui drive de plus en plus, mais qui s'arrête de plus en plus à mes-distance. La redondance avec Booker, pour moi, c'est Booker en plus faible, quoi. Donc, je comprends pas comment ça s'intègre dans cet effectif, en fait. Après, Booker, c'est l'évolution de son jeu. Bill, on peut se demander si, en plus de cela, c'est pas aussi l'évolution de son rôle. Ouais. Enfin, est-ce que dans une équipe comme celle-ci, qu'est les Suns, même si globalement, imaginez que des joueurs qui arrivent sur la trentaine, un peu d'avantage, changent leur jeu, moi je pense toujours que c'est un peu compliqué. Ouais. Bon, dans ce rôle-là, il va pas révolutionner son jeu, mais est-ce qu'il peut avoir un peu d'avantage de catch and shoot? Bon, ça me semble pas non plus à exclure. Je sais pas. Je trouve que de toute façon, il est déjà out. Ouais, il est out pour ce soir, là. Bon, ça, après, c'est autre chose. Mais moi, j'ai quand même des doutes sur le fit des trois. Mais Bill, tu l'as vu jouer avec Westbrook quand même, où il avait ce rôle de moins porter la balle. Enfin, en gros, c'est Westbrook qui porte la balle, c'est-à-dire 70% du temps, et les 30% restants, c'est moi qui la porte. Et il était franchement pas mauvais dans ce rôle-là. Il finit la saison, il est meilleur marqueur ou pas loin. Non, c'est Curry qui finit meilleur marqueur cette saison, je crois. Donc, mais il est dans le top 3 des meilleurs marqueurs. Une efficacité qui allait encore par rapport à ce qu'on a pu voir l'an dernier encore. Même si à 3 points, ça manquait. Mais en même temps, quand tu joues avec Westbrook, il faut être très fort à 3 points pour être efficace, on va dire. Donc là, c'est dans ce contexte-là, il a de quoi montrer des bonnes choses. Faut voir son mindset, en revanche. Et il a pris 2-3 ans de plus aussi, entre-temps. Ah, mais je trouve que quand il joue avec Westbrook, enfin, ok, il a coopéré entre avec une star, mais je trouve que c'est un peu piégeur parce que c'était vraiment un effectif qui jouait sur 2 mecs en attaque, tu vois. Ouais, ça, après, je suis d'accord avec Tu vois, c'est vraiment, il y avait Westbrook, il y avait Bill, et le reste, c'est genre les pivots et les mecs qui se mettent dans le coin et qui attendent la balle, quoi. Donc, je suis pas convaincu. Après, là-dessus, c'est un gros boulot pour le coach, mais ton but, c'est de maximiser les qualités de tes 3 stars en mettant le moins possible les 3 sur le terrain en même temps. Ouais, en même temps, j'allais te dire, elles vont jouer combien de matchs ensemble, les 3 stars, tu penses, sur la Oui, saison? ça, ensuite, il y a les blessures qui vont régler le problème, mais même au-delà de ça, je sais pas combien ils tournent tous les 3 ces dernières années, mais si tu pars sur une base 35-36 minutes, il y a en gros il y a un quart-temps où tu as les 3 qui sont ensemble. Oui, tu scales facilement, en vrai. Tu scales facilement. Moi, j'allais y venir, hein, le deuxième gros point noir, pour moi, c'est les blessures. C'est les blessures. Moi, c'est comme avec les Clippers. C'est-à-dire que effectivement, les blessures, c'est aléatoire, tu peux pas savoir, etc. Au bout d'un moment, quand les mecs, tous les ans, ils se blessent, c'est que tous les ans, ils se blessent. Voilà, c'est comme ça. Et ça va pas aller mieux avec l'âge. Kevin Durant, il se blesse en faisant des lay-ups. Déjà, ça pose la fragilité du mec. Bradley Beal, ça fait un moment qu'il enchaîne les blessures quand même. Ça fait un moment qu'il est plus fiable qu'il enchaîne les blessures. Booker a des problèmes récurrents à la cuisse, qui reviennent toujours plus ou moins tous les ans. Mais c'est plus fiable, hein, des 4, hein, quand même. Si je dois miser sur un qui fait 75 matchs, ça va être Booker, hein, assez clairement. Et Nurkic, c'est pareil, hein, ça fait 4 ans qu'il n'a pas fait une saison complète non plus, je crois, hein. C'est un mec qui se blesse tout le temps. Rien que pour ça, rien que pour les automatismes, développer un jeu d'équipe avec des mecs qui vont se blesser tout le temps, sachant que ton effectif pose déjà des questions parce qu'il n'est pas parfait, évidemment. Je suis très 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 sceptique de la saison à venir pour eux. Vraiment très sceptique. Ouais. Bon, je suis pas aussi négatif là-dessus, même si je partage les constats. En fait, je pense qu'on oublie un peu le fait que Booker, lui, ne se blesse pas trop et que c'est un top 10 joueur dans la ligue, ultra dominant. Il va arriver, il envoie 28, il fait 7 passes D, il prend 6 rebonds, il tire à 75%, que globalement, ça te fait quand même gagner des matchs. Après, j'ai été sévère oralement, mais c'est vrai que je le suis pas tant que ça. J'avoue que on va dire que mes critiques se projettent plus dans un cadre de playoff, de contender, de favoris au titre. Tu vois, dans le classement, ils sont très bien, hein. Je les ai très très hauts. Parce que ouais, disons les constats qu'on énonce, c'est un peu similaire au final à ceux qu'on donne pour les Clippers, par exemple. Ouais. Et ils sont loin d'avoir cette garantie-là, en fait. Ouais.
Ouais, ils sont meilleurs. Y a pas débat, ils sont meilleurs. Ils sont bien meilleurs. Je demande à voir. La- L'avantage, j'allais dire l'avantage avec l'assist défensif, c'est que t'as pas de joueurs négatifs a priori. Maintenant, j'ai pas beaucoup de joueurs positifs en vue dans l'effectif. Toujours dans le cadre de contenders, hein, je parle de vrais favoris au titre. Ce qui me dérange légèrement aussi avec les Suns, c'est quand pour être champion NBA, t'as une top 5 attaque et t'as au minima une top 8 défense, on va dire. Genre, c'est rare d'avoir des défenses au-delà du top 8 qui vont en finale ou qui gagnent un titre. Je sais pas comment cette défense peut être mieux que average en fait. Moi, je pense que ce diktat du top 10 ou top 5, top 8, il est aujourd'hui dépassé depuis 5-6 ans. Ah, je pense pas. Par exemple, peut-être que je me trompe, mais quelle était la place du Brooklyn version Irving, Harden, Durant défensivement? De mémoire, c'était pas un top 8. Pour autant, c'était le champion cette année-là en vérité. Alors, c'était 2020-2021 avec Nash, je crois, c'est ça? Ou c'était celle de l'année d'après? Non, c'est 2020-2021, non? Ouais, je crois. Je crois que c'est 2020-2021. Bah, je te dis ça tout de suite. Ils sont loin, ils sont 23. Non, là, c'est la série où ils sont sortir au premier round dans les Celtics. Non, là, j'ai la série, ils perdent en 7 contre les Bucks. Ils sont. Alors, sur la saison régulière, ils sont 23. Ouais. Sur la saison Bon, ils régulière, n'ont pas ils sont gagné. 23. Mais bon, je veux dire, c'était. Après, meilleure attaque. Après, moi, je suis d'accord avec toi, Pop, c'est cumuler les deux, être top 10 dans les deux. Non, mais tu dois construire une équipe sur un des deux trucs. Il te faut une attaque all-time, hein, si tu veux Et construire. ouais, si tu décides de miser sur l'attaque, bah, t'es la meilleure attaque de la ligue, c'est une chose, mais tu dois mettre 5 points à la seconde meilleure attaque de la ligue. Et c'était le cas de ces Nets là. Ça me paraît pas impossible, franchement. Ah, moi, j'étais tout. Ah bon? Moi, j'ai vraiment des doutes sur les attaques à cause du fait qu'ils joueront pas assez. Ouais. Oui, en régulière. Ils font pas top 1 attaque en régulière, certains. Euh, Oui, après, c'est sûr que si Durant joue pas les playoffs, les analyses changent. Mais théorie en playoffs, ça peut être une attaque all-time, je pense. Disons qu'il y a un monde où, si les Suns arrivent avec un site correct et que tout le monde est en bonne santé, effectivement, on peut les mettre en favori et dormir convenablement, quoi. C'est pas scandaleux. Pas scandaleux. Sans dire que c'est le scénario que je vois, mais Ouais, ouais. je pense pas qu'il faille exclure non plus les Suns d'un potentiel site de contender, parce que, a priori, oui, on ne les verra pas de défense. Ouais, en vrai, en fait, c'est le pivot qui me dérange. En vrai, c'est le pivot qui me dérange. Parce que je me dis, en fait, tu peux avoir des équipes. Si je prends. Attends, que je me trompe pas, si je prends les Nets en 2020-2021. Oh putain, Jordan, il sortait beaucoup quand même, la vache. Ouais, mais cette équipe, elle ressemble à rien au niveau des starters. Je peux même pas prendre la comparaison. Harden, il joue 30 matchs. Kevin Durant, il joue 30 matchs. Oui, non, ça c'était. C'est pas comparable. Mais je trouve que l'équipe est très viable en défense quand j'aime bien le pivot et je me fais pas Nurkic en fait. C'est surtout qu'ils ont. Non, en vrai, je suis méchant, je trouve qu'ils ont des pièces. Grayson Allen, Nasir Little, Okoji, Bess Diop. Je trouve qu'ils ont beaucoup de pièces défensives intéressantes qui vont jouer un certain nombre de minutes quand même. Ce qui fera que l'équipe ne peut pas être mauvaise. Et putain, ça, tu vois, Biombo, il m'aurait pas dérangé dans cet effectif en backup plutôt que faire une paire Nurkic ou Banks. Après, pour moi, c'est Durant le deuxième pivot de cette équipe. Ouais, je pense pas à son âge. En vrai, Je pense que tu le caches trop en défense aujourd'hui. Enfin, il est trop, il est trop vieux pour rejouer les seconds rideaux performants à la Warriors. Ouais. Je sais pas. Plus un libéraux défensif. C'est plus un libéraux non, défensif. libéraux, non, mais tu le mets en encre. Ouais, mais Le bras. sur le principe, oui. Maintenant, quand le mec il joue 40 matchs par an parce que physiquement il tient pas, je préfère éviter perso. Bah, c'est ça au bol-bol. Hein. Ah non, non, ou pas. Ouais, je pense Oh, Eubanks, ça va pas Eubanks. ça va être Eubanks, c'est un peu avis. Hein. C'est ça au NB, hein. Putain, c'est ça où elle me dit. Ouais. Bon, allez, de toute façon, c'est des équipes dont on va reparler. Allez, je suis à 55 minutes. Bon, on va quand même parler un peu des Kings. Je sais que ça va être plus long que d'autres divisions, mais allez, on va quand même enchaîner un peu. Donc voilà, comme je disais, les Kings pour finir, qui ont terminé à la grande surprise de là, à peu près tout le monde, hein, quand même. Premier
premier de la division l'an dernier avec 48 victoires et 34 défaites, mais défaites au premier tour contre les Warriors. Cet été, qu'est-ce que j'ai vu? Domantas Sabonis qui a prolongé, qui a étendu son contrat. Harrison Barnes qui est resté également. On a les arrivées de Duarte en trade, de Vezenkov, là, quelle nationalité? C'est un Tchèque? Chypre. Chypre. Ouais, voilà, Chypre. Mais un MVP quelque part, je crois, en Europe. Hein. C'est un très bon joueur en Europe qui a été drafté il y a quelques années déjà. Mais voilà, un joueur qui peut être intéressant, qui est déjà à maturité en basket. Et tu perds pas grand monde, si ce n'est Terence Davis, j'ai envie de dire, plus ou moins important, quoi. Euh, et moi, j'avoue, je vais le dire tout de suite, les Kings, c'est pas que j'y crois pas, pour moi, l'année dernière, il y avait quand même beaucoup d'équipes qui ont sous-performé par rapport à nos attentes. Et les Kings, l'an dernier, ont eu entre guillemets, la chance d'avoir une équipe qui a joué 82 matchs toute l'année. Genre Fox, Sabonis, Barnes, Hurter, Keegan Murray, je crois que ça l'ouvre, mais vraiment pas un match. Ils font tous genre 75 à 80 matchs, ce qui est pas toujours facile quand même. Et dans cette division, là où je vois, en tout cas, je pense qu'on peut presque tous voir à peu près ceux d'en dessous s'améliorer, peut-être en dehors de Golden State et des Clippers, mais en tout cas surtout Phoenix et les Lakers. Je vois pas les Kings ni s'être améliorés, ni être moins bons cet été. Donc je sais pas comment vous voyez, je sais pas trop sur lequel pied danser Sacramento, je sais pas ce que vous pensez vous. Déjà les ajouts, c'est sur le papier pourquoi pas, mais faire venir un joueur confirmé d'Euroleague, je trouve que c'est toujours risqué. Enfin, je suis toujours sceptique sur comment ça va donner en NBA. Je crois d'ailleurs que ça s'est pas bien passé pour lui là en Summer League ou en pré-saison, je sais plus trop. Mais j'ai eu passé 2-3 trucs où le coach n'était pas content de l'apport défensif. Hein. Quelle surprise. Ah, quelle surprise, ouais. Duarte aussi, je crois qu'il s'est pété. Et j'ai cru voir passer un truc comme ça. C'est possible, j'ai pas fait attention. Je sais plus, mais je crois que j'ai vu passer une news à son sujet. Mais après, ça change pas grand-chose. C'est en dehors de l'embellie des 15 premiers matchs à Indiana. C'est entre guillemets un peu perdu. Je vois pas tellement dans quoi il rentre là, dans ces Kings. C'est une troisième rotation. Voilà. Il passe derrière Monk et Mitchell. Hein. Mais donc, ils gardent leur groupe. Ils ont été meilleure attaque l'an dernier, je crois. Je l'ai difficilement réitéré cet exploit. T'es pas ouf en défense. Ça n'a pas changé. Donc, à partir de là, ça va être compliqué de faire aussi bien que l'an dernier. Donc là, se rapprocher des 45 wins, déjà, c'est mort. Des 50 wins, pardon, c'est mort. Et ensuite, à quel point ils vont régresser sur le bilan comptable, ça, je me pose encore des questions. J'ai un peu dubitatif, sur, en vérité, l'upgrade certaine qu'on va faire de ce que tu disais, par exemple, Sativa, qu'on va faire Los Angeles et Phoenix. D'accord. Los Angeles, sans doute. Phoenix, ils sont à 45. Au vu de tous les constats qu'on a énoncés, en saison régulière, je les vois mal atteindre 10 de plus. Alors qu'il y a d'autres équipes que je vois légèrement régresser sans que ça soit terrible. Ouais. Et cette équipe-là, je vais du mal à voir comment intrinsèquement elle peut régresser. Elle perdra peut-être 2-3 victoires, 4, 5, du fait de la concurrence, comme tu le dis, mais intrinsèquement, elle n'a pas régressé. Et en fait, elle ne peut que progresser globalement. D'accord. Il n'y a pas eu de départ important. Par contre, il y a eu l'ajout de Vezenkov, nous verrons ce qu'il en est. Globalement, comme d'habitude, les joueurs qui doivent poser la balle au sol pour exister et qui sont très forts pour faire ça dans des ligues qui ne sont pas la NBA, ne le retranscrivent pas en NBA. Après, les purs shooters peuvent le faire. On verra de quelle catégorie il s'agit vraiment. J'ai pas un avis ultra définitif sur un joueur que je connais que via des gens qui m'en parlent. Mais globalement, moi je pense que ça peut être intéressant et que surtout ça dépend beaucoup du step-up important ou non de Keegan Murray, qui vraiment en fait doit devenir un joueur avant par match pour permettre aux Kings d'être toujours une attaque plus ou moins all-time, une top attaque en tout cas, et voilà, pour permettre à une équipe de rester sur son schéma, pas de pick and roll, beaucoup de jeux post-haut, tout ça,
Il faut des ailiers capables de shooter, mais surtout de driver. Et il faut qu'Keegan Murray apporte de la rim pressure absolument à son jeu pour permettre à Sacramento d'être plus fort. C'est marrant, je trouve qu'ils ont zéro marge de progression, je trouve. Moi, personnellement, c'est marrant, je vois le contraire. Je vois, à part Keegan Murray qui explose, mais même avec ça, j'avoue que je vois pas comment ils font mieux que l'an dernier. En fait, Je vois pas comment ils font trop moins bien, en fait. en fait, moi, je suis sceptique des équipes qui connaissent littéralement zéro blessure dans une saison. Parce qu'en fait, tu prends le top 7, top 8 de Sacramento l'an dernier, il n'y en a pas un qui joue moins de 73 matchs. Et je trouve que historiquement, des joueurs comme Fox, par exemple, ils ont un passif blessure qui est pas énorme, mais qui existe. C'est un mec qui a fait 3 saisons de suite à moins de 60 matchs. Sabonis, ça fait 3 saisons de suite pareil à 60 matchs, et là il est à 79. Barnes, c'est plus régulier, hein, j'avoue que ça peut continuer. Et Werther, pareil, ça lui arrive d'avoir des problèmes, des pépins physiques aussi, mais j'avoue que là, j'y compte peut-être un peu moins. Mais juste de manière globale, une équipe complète qui fait 48 victoires en ayant eu son effectif, sa rotation complète à 100% toute la saison, et ben, je suis pas sûr que ça se retranscrit de nouveau l'année prochaine, sachant qu'en plus, tu dois poursuivre de nouveau une attaque all-time. Moi, j'avoue, j'y crois pas. Je dis pas qu'ils vont être nuls. Je dis pas qu'ils vont être nuls, hein. C'est pareil, hein. C'est pas une équipe que je vois non plus être 12e de conf, comme on avait plus ou moins tous prévu l'an dernier, je crois. C'est une équipe qui a un floor quand même intéressant, parce que tu apportes Sabonis et Fox sur un terrain, voilà, c'est bien. Keegan Murray, je pense qu'il a une marge de progression. Même Kevin Huerter, je pense qu'il peut progresser encore un petit peu sur sa diversité offensive. Tu as toujours Malik Monk, excellent dans son rôle sur le banc. Mais le niveau de la conférence, le fait que ça faisait un peu saison parfaite au niveau de ton attaque, de ton groupe et tout, j'ai du mal à voir mieux, ouais, clairement. Ok, moi, pour l'aspect des blessures, je te rejoins. Après, Sabonis, c'est un joueur fiable. Murray, on peut pas vraiment savoir, mais bon, globalement, il y a des joueurs fiables dans cette équipe, sauf Fox qui a eu l'habitude de rater 20 matchs plus ou moins par-ci par-là. Barnes, un peu post-Golden State également. Mais bon, par contre, vraiment, moi, je suis plutôt toujours sur l'idée que la progression interne, elle me semble pas possible, en fait, elle me semble logique. Et que des joueurs comme Davion Mitchell, par exemple, Malik Monk, vu comment il a changé drastiquement son jeu en arrivant à Sacramento, il est devenu un des meilleurs créateurs de la ligue, pour les autres, en transition du moins. Moi, je pense qu'il est toujours capable d'une marge de progression, pardon. Ouais, okay. Je trouve que les jeunes qui ont un rôle de Sacramento peuvent progresser. Au contraire, par exemple, on a parlé de Golden State, là où tous les joueurs impactants sont en fin de vie. Je trouve que c'est un peu l'inverse pour les Kings. Je suis pas convaincu pour Devion, mais pour Huerter et Malik Monk et Murray, je rejoins. Il y a une marge de progression effectivement qui existe. Tu places où, Doc, dans tout ça? Sur la progression en interne par rapport aux autres? Ouais, ou même juste sur ta Sacramento en général. Est-ce que tu es plus comme Pop où tu vois une potentielle progression, ou plus comme moi où tu as l'air un peu convaincu que ça va descendre quoi qu'il arrive? Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas si on peut parler de descendre. On va le voir ensuite. C'est concrètement, moi, toute la Pacifique est au moins au play-in, mais c'est genre, je vous dirais les bilans, enfin, c'est dans mon Excel, je fais des bilans Ouais. un peu pour me situer, mais genre, j'ai une équipe à l'ouest au-dessus de 50 victoires, et entre le deuxième et en fait, après, toutes les équipes en play-in, pour moi, sont positives. Et puis dans la Pacifique, ouais, là, attends, je regarde, ouais, j'ai aucune équipe en dessous des 43 victoires, ce qui se tient sur le papier, et ce qui fait qu'en fait, ça se joue entre 1 et 2 entre les équipes au final. Ça va être l'enfer. Là-dedans, j'ai décidé de plus miser personnellement sur les Kings par rapport à ce qu'ils ont montré l'an dernier, vis-à-vis d'autres équipes, sur comment j'attribue des places directement à spot en playoff ou plutôt play-in d'abord. Ok. Écoute, en vrai, on peut enchaîner sur les pronos, hein. Je pense que on a bien parlé de Sacramento là, donc en vrai, vas-y, Doc, hein, fais-nous tes vas-y. Dans ce cas-là, déjà un petit peu expliqué, mais donc c'est l'équipe qui sort un petit peu du lot dans cette division. Pour moi, c'est les Lakers, que je place deuxième de conf du coup. Il y a eu
Enfin, il y a eu 2 saisons aux Lakers. Sur la deuxième partie, ils ont pris pas mal de choses. Enfin, on va même dire il y a eu 3 saisons aux Lakers. Donc, la première partie, bon, catastrophe. La deuxième partie de saison, un petit peu la remontée, fin de saison régulière, où ils ont montré pas mal de choses. Et il y a eu aussi eu l'aspect playoff, où avec cette équipe apporte des vraies garanties en playoff. Après ça, avant même le début de la saison, on s'en doutait que ce serait une équipe forte en playoff. Mais au moins, ils ont confirmé ça. Donc, pour moi, ils ont montré assez pour avoir un bon bilan de saison régulière. Et ça en fin de saison, potentiellement aller plus loin derrière. Du coup, ma deuxième équipe de la Pacifique, c'est les Warriors. Attends, je regarde, ils sont 5e à l'ouest. Oui, c'est sur l'historique récent, on va dire. Je crois un peu plus en Chris Paul que vous, on va dire. Plus pour moi le retour de Wiggins, enfin le retour. Le fait qu'il joue, allez, ne serait-ce que 60 matchs, c'est pas un gars spécialement injury prone, mais ça va. Pour la saison régulière, ça va être très bénéfique, même si pour les playoffs, j'y crois pas du tout. Un peu comme les Kings que j'ai juste ensuite pour clôturer les qualifiés directs en playoffs. Et ensuite, on attaque donc Suns Clippers que j'ai mis au play-in. Ok. C'est pour 2 raisons en plus, parce qu'en vrai, je spoil, hein, mais Nuggets que j'ai en 1 plus Lakers en 2. Franchement, le premier tour des playoffs, que ce soit Suns, Nuggets ou Ah ouais. Clippers, là, c'est du fan service. En gros, je veux que le 1 et le 2 de l'Ouest, tu sois là. Mais en vrai, leur premier tour, c'est chaud. Et donc, c'est ce que le play-in nous permet. C'est Suns. Pourquoi je les mets au play-in? Parce que il y a beaucoup de changements. J'ai rarement vu autant de changements dans une équipe. Il y a beaucoup de... Enfin, il y a moins de risques blessures, on va dire, à mon sens, par rapport aux Clippers, mais il y a énormément de changements. Il y a un style de jeu à trouver, on va dire. Et voilà, ça va mettre du temps à se mettre en place, mais arriver en playoff, ça peut faire très mal, à mon sens. Clippers, voilà, c'est plus côté blessure. Il y a eu des changements, mais moins notables, on va dire. Tu sais comment ça va jouer. Ça va sans doute arriver en playoff. Après, je vois un plafond moins élevé pour ça, et je les mets un petit peu en dessous. Je crois, chez 9. Non, peut-être 8 Suns et 9 Clippers, on va dire. Ok. Voilà, des classements bien différents, c'est bien ça. Pop. Ouais, moi je l'ai également, les Lakers, en leader de cette division, et également deuxième de la conférence. Je fais pas trop dans l'originalité. Moi non plus. En revanche, après, je place les Suns second de cette division. Donc j'en ai déjà j'ai déjà assez étayé que je les voyais être une très très bonne équipe cette année. Donc avec le home court advantage en 4e place, tout juste suivi par les Kings, 5e, et donc 3e de cette division de fait. Et ensuite on descend un peu pour arriver aux Warriors à la 8e place. Donc dans le play-in, et que je vois redescendre. Et en fait, parce que du coup, le Power Suspense, c'est les Clippers que je vois dernier de cette conf 9e. Tout en positif, évidemment, je ne l'ai pas rappelé. Mais comme Doc et comme l'an passé d'ailleurs, toutes ces équipes seront a priori en positif ou alors vraiment à l'équilibre, mais dû à beaucoup de blessures. Ouais. Et en fait, là où j'hésitais, c'est entre Warriors et Clippers. Et voilà, je pense que quand j'hésite entre deux équipes, je me dis laquelle a un top 3 player. Bon, de fait, le choix était vite résolu, vraiment. Hein. Je pense que vraiment, Stephen Curry est l'arbre qui cache la forêt à... C'est l'équipe à 20 wins sans lui. Ah, ouais, Max. Vraiment, c'est... Franchement, sans lui. Quel dommage de gâcher la fin de... C'est même pas la fin de son prime, il rentre dans son nouveau prime d'un top 10 player all-time avec une direction qui aura aussi mal géré la fin de cette dynastie. Et donc, ouais, les Warriors en 8 et les Clippers en 9. De toute façon, moi aussi, j'ai pas mal hésité avec certaines équipes. Il y a eu des changements et tout. La conférence Ouest, ça reste le gros bordel sur ce point-là. Je fais pas dans l'originalité non plus, du coup, parce que j'ai les Lakers de première division et deuxième de la conférence. J'ai un top 2 pareil, bien défini avec Denver et les Lakers. Et je pense que c'est les deux équipes en régulière, en tout cas, que je trouve vraiment super. Tout le monde, entre guillemets, est assez loin. J'ai
flippe au dernier moment les Suns à la 4e place. Je les avais 3e juste avant, mais j'ai finalement échangé. Parce que. En fait, je trouve en vrai, derrière le top 2, même si on trouve que la conférence s'est rassurée, et s'est renforcée, pardon, je dirais même derrière le top 1, c'est quand même beaucoup d'interrogations sur sur toutes les équipes. Mais du coup, j'ai les Suns en 4. Je pense aussi que, voilà, même si j'étais un peu dur, je l'ai jugé vraiment sous le prisme de ultra contender, potentiel vainqueur au titre. C'est là où je pouvais pinailler sur les défauts. Mais si physiquement ça tient à peu près correctement, genre vraiment juste 50 matchs Durant, 50 Bill, 55 Nurkic et 65 Booker, voilà, franchement, c'est pas élevé ce que je demande, mais je pense que ça suffit pour être 4e de conf, quoi. T'as des role-players qui connaissent leur rôle à côté, voilà, c'est quand même c'est une très belle intersaison, hein, vu par d'où ils avaient commencé, voilà. J'ai les Clippers en 6. J'avoue que, en fait, c'est simple. J'ai Clippers 6, Warriors 7, Kings 8. Et en gros, je les ai interchangés 50 fois. Je suis revenu à ce que j'avais écrit à la base. Donc Clippers 6, Warriors 7, Kings 8. À l'instinct, parce qu'en vrai, je trouve que c'est 3 équipes qui vont tourner à des bilans, mais tellement similaires. Ça va jouer à un poil de cul, à 2 victoires. Comme la Pacifique l'an dernier, voilà, avec déjà Suns, Clippers, Warriors, Lakers qui se tenaient en 2 wins. Je pense que ça va être pareil. C'est un trio d'équipe à 43, 44, 45 victoires, pas plus. Les Warriors, ça va beaucoup jouer évidemment sur Stephen Curry et sa capacité à jouer beaucoup de matchs. C'est peut-être ce qui me les fait mettre un petit peu en dessous. Les Kings, comme j'ai dit, pour moi c'était le plafond. Je vois pas au-dessus. Et les Clippers, je suis peut-être trop confiant par rapport aux autres, mais c'est peut-être mon fol amour pour Tyronn Lue qui ressort. Mais j'aime bien. Moi j'aime bien, ouais. J'aime bien l'effectif. Je pense qu'il y a des individualités qui peuvent se montrer encore un peu plus. Et j'ai envie de croire quand même au fait que Paul George et Kawhi vont réussir à faire une saison à 55 matchs, 60 matchs chacun à peu près. Et que ça suffira pour les placer en 6e place. En tout cas top 8. En tout cas top 8. Voilà pour moi. Voilà. Conférence Ouest fort intéressante. Fort intéressante. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce qui a pu être dit sur les pronos ou de manière générale? Non, c'est bon. Non, du tout. Bon bah voilà, donc on aura bien fait le tour de cette conférence, de cette division Pacifique qui comme prévu est très dense et comme vous voyez, ben tout le monde a les 5 équipes en positif et en play-in, play-off, même si j'ai cru oui dire que Pop était à 2 doigts de mettre les Clippers en 11 ou 12. Ouais, Moi c'est décevant. j'y ai cru, hein. Quand t'as hésité, quand t'as abordé les Clippers, je me suis dit, ah vu ce qu'il a dit, ils sont hors play-off et moi qui les ai 6e, ça va être marrant. Mais t'as pas eu les coups. Sans blessure de Zion, il passait 12 d'un coup. Ouais, mais Zion, il fera 20 matchs, on sait. Ouais, voilà, c'est pour ça. J'ai hésité, hein. Parce que si je mettais derrière l'épée, je mettais derrière tout le monde. Je n'avais plus rien à foutre, mais bon. Franchement, Zion, on en reparlera, mais il n'y a pas que lui, hein, parce que Ingram, ça cumule aussi, hein, maintenant. Ça va être drôle. Ingram, C'est dommage, parce que c'est un plus fort duo que Leonard Jordan. Mais bon. ah, je peux entendre le débat. Si on parle de 100% physiquement, je peux entendre le débat en vrai. Je peux entendre le débat. C'est une belle équipe, mais qui va être tuée par les blessures, hein, de toute façon, comme tous les ans. Mais bon, voilà, on en reparlera, hein. On vous reverra la prochaine fois qu'on fera la nord-ouest et la sud-ouest pour se marrer un peu. J'espère que ça vous a plu du coup et bien bonne journée à tous et à la prochaine. Salut. Allez, ciao.